Alors, pour bien comprendre ce qu'est la communauté universelle, il faut d'abord partir de ce qu'est la communauté légale. C'est-à-dire la communauté légale, c'est le régime matrimonial, ce sont les règles qui s'appliquent entre les époux concernant leurs biens lorsqu'ils se marient sans contrat. Le régime de communauté légale distingue deux grands types de masses. On a ce qu'on appelle les biens propres, c'est-à-dire les biens qui appartenaient aux époux avant de se marier ou qu'ils vont recevoir par donation ou par succession pendant le mariage. Et puis les biens communs, eh bien, c'est l'ensemble des biens qui vont être acquis par les époux pendant le mariage. Alors quand on parle des biens, ça peut être la maison, la voiture, les meubles, mais également l'épargne. Tout ça, ce sont les biens qui sont effectivement acquis par les époux pendant le mariage. Bien propre, bien commun. Eh bien, dans une communauté universelle, la particularité, c'est qu'on ne distingue plus. Tout est commun. Tous les biens, même ceux reçus par succession ou par donation, tombent dans la masse commune. Alors l'actif est commun, le passif également est commun. Alors, en fait, souvent, lorsqu'on parle de communauté universelle, on s'arrête à l'expression de communauté universelle. Ce que je vais vous expliquer ce que recherchent en fait souvent les personnes. Ce qu'ils recherchent surtout, c'est la deuxième partie de cette expression, c'est communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. Je répète juste, attribution intégrale au conjoint survivant. Donc notre communauté est universelle. Elle comprend tous les biens propres, les biens communs. En principe, que ce soit une communauté légale, qu'on appelle réduite aux acquis, ou une communauté universelle, au décès du premier des époux, normalement, cette communauté devrait se diviser par deux. Une moitié pour le conjoint survivant et l'autre moitié pour sa succession. Eh bien, l'attribution intégrale fait que cette communauté ne va pas être divisée en deux. Elle va revenir en totalité au profit du conjoint survivant. C'est pour ça qu'on parle d'une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. Il va recevoir la totalité du patrimoine. Eh bien oui, il peut faire tout ce qu'il veut avec la totalité du patrimoine. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec la communauté universelle. Enfin, communauté universelle avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant. Le conjoint fait ce qu'il veut. Voilà. J'ai souvent tendance à expliquer et dire que c'est l'avantage, c'est à la fois les avantages et les inconvénients. Avantage, il fait ce qu'il veut, inconvénient, il fait ce qu'il veut. Avantage, il fait ce qu'il veut, bah évidemment, il est totalement protégé. Ça veut dire que si malheureusement les choses sont un peu tendues avec les enfants, eh bien, il n'a pas besoin de demander une autorisation pour vendre la maison, pour utiliser les comptes bancaires. Ça, c'est l'énorme avantage. L'inconvénient également, c'est que si le conjoint survivant a un train de vie qui est un peu dispendieux, bah, il peut effectivement tout utiliser. S'il a décidé de faire 5 fois le tour du monde, il a tout à fait possibilité de le faire. Alors attention, il ne pourra pas pour autant disposer à titre gratuit, il ne pourra pas donner la totalité du patrimoine à d'autres personnes que les enfants. Là, on passe dans un autre corpus de règles qui protègent quand même les héritiers. Mais si le conjoint a utilisé le patrimoine parce qu'il en a profité à titre personnel, il fait ce qu'il veut. Ça, ce sont donc à la fois les avantages et les inconvénients. Le deuxième inconvénient, évidemment, c'est que d'un point de vue fiscal, là où on aurait pu avoir une transmission du patrimoine qui serait faite en 2 fois, on va prendre l'exemple classique de monsieur qui part le premier et puis madame après, chacun des enfants, il faut le rappeler, bénéficie d'un abattement fiscal de 100 000 €. C'est-à-dire que jusqu'à 100 000 €, il ne paye pas de droit de succession. Au-dessus de 100 000, il commence à payer de la fiscalité. Au décès de son papa, l'héritier reçoit une partie du patrimoine. Et il va utiliser l'abattement de 100 000 €. Et au décès de sa maman, il va également bénéficier de ces 100 000 €. Là, effectivement, avec l'attribution intégrale au profit du conjoint survivant, au décès du premier des époux, l'enfant n'hérite de rien. Alors, il n'utilise pas l'abattement, il ne paye pas de droit, mais par hypothèse, il ne reçoit rien. Par contre, il va recevoir la totalité du patrimoine au décès du deuxième. Et là, évidemment, l'addition fiscale risque d'être beaucoup plus salée, si vous me permettez l'expression. Alors, elle est évidemment possible pour tous les couples mariés, puisqu'évidemment, on parle ici d'époux, hein, donc tous les couples mariés. La loi donc, ne fait pas de distinction. Selon que le couple a des enfants d'une première union, un des époux a des enfants d'une première union ou uniquement des enfants communs. Ceci dit, l'effet de l'attribution intégrale, de la communauté universelle avec attribution intégrale, fait
que le survivant des époux va recevoir la totalité. Lorsque les enfants sont uniquement des enfants communs, eh bien, au décès du premier, ils ne touchent rien, le décès de leur père, admettons, mais ils vont hériter tout au décès de leur maman. Donc, sauf avec notre difficulté fiscale qu'on avait évoquée auparavant, mais ils vont recevoir le patrimoine. Si par contre les enfants ne sont pas uniquement des enfants communs du couple, il suffit que le papa ait eu des enfants d'une première union, l'attribution intégrale de la communauté au profit du survivant ferait que ces enfants se trouveraient déshérités, puisque par hypothèse, ce n'est pas leur maman. Eh bien, dans ce cas-là, la loi, évidemment, a prévu des garde-fous. Les enfants de la première union bénéficient de ce qu'on appelle, dans notre jargon, une action en retranchement. En d'autres termes, à leur égard, la communauté universelle avec attribution intégrale n'est pas opposable. Et elle se trouvera réduite, en fait, à l'équivalent d'une donation entre époux. L'avantage que pourra retirer le conjoint survivant, c'est l'équivalent d'une donation entre époux. C'est pourquoi, pour les couples recomposés, on ne conseille jamais une communauté universelle avec attribution intégrale, parce qu'on n'aura pas l'effet recherché. Alors, pour adopter le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant, eh bien, en fait, il faut refaire un contrat de mariage, il faut repasser devant le notaire. Alors, évidemment, pas besoin de se remarier. On va juste défaire ce qui existait déjà, ou on va l'adapter. Si on est marié sous régime de communauté légale, on va rendre notre communauté universelle, on va mettre notre attribution intégrale. Si les époux étaient mariés sous un régime de séparation de biens, eh bien là, on va passer d'un régime séparatiste où chacun avait son patrimoine pour tout mettre en commun et avec notre attribution intégrale également. Donc ça se fait devant le notaire, donc on refait un contrat de mariage. Ensuite, le notaire informe chacun des enfants par lettre recommandée du changement de régime matrimonial, alors sans mettre le détail, mais il dit simplement, voilà, nous informons que monsieur et madame ont adopté le régime. Et les enfants ont un délai de 3 mois pour éventuellement s'opposer. Alors il faut qu'ils s'opposent, véritablement, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une démarche positive en disant on n'est pas d'accord. Et si les enfants ne sont pas d'accord, eh bien dans ces cas-là, les époux peuvent demander au juge de prononcer le changement de régime matrimonial. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on avait un recours systématiquement au juge, mais comme les juges, finalement, accordaient dans 99,99% le changement de régime matrimonial, le législateur a considéré que c'était plus nécessaire d'avoir un recours systématique. Ça s'impose aujourd'hui dans certains cas, mais normalement, aujourd'hui, il n'y a plus besoin du juge. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une insertion également qui se fait dans un journal d'annonce légale pour informer les éventuels créanciers. Voilà, donc une insertion dans la presse, qui souvent, d'ailleurs, se fait dans un journal qui n'est pas forcément du secteur. Les journaux d'annonce légale, il y en a plusieurs sur le département. Et puis, information des enfants. Voilà.